Pour le monde extérieur, la maison de Rita Marley à Kingston était un sanctuaire. Un temple de béton et de verre érigé à la mémoire d'un prophète, où l'air lui-même semblait vibrer encore au son d'une guitare acoustique et d'une voix qui avait promis la rédemption au monde. Depuis des décennies, Rita en était la grande prêtresse, la gardienne de la flamme. Elle avait sculpté sa vie comme on taille un monument, chaque jour passé à polir l'héritage de son mari, à protéger sa musique, son nom, par-dessus tout, ses enfants. Elle était la veuve loyale, la matriarche de fer du clan Marley, une figure de force tranquille dont la dignité semblait aussi inébranlable que les Blue Mountains surplombant la ville. Mais à l'intérieur, le silence était différent. Il n'était pas paisible. C'était un silence lourd, épais, saturé de souvenirs non dits et de blessures que le temps n'avait pas guéries, mais simplement recouvertes d'une fine couche de poussière. Ce silence était le prix de sa loyauté, la monnaie avec laquelle elle avait payé pour maintenir une image d'unité face à un monde avide de scandales. Ce matin-là, au début des années 2000, le silence fut brisé non par une chanson, mais par la sonnerie insistante du téléphone. À l'autre bout du fil, la voix de son avocat, habituellement si mesurée, était chargée d'une gravité qui fit se nouer l'estomac de Rita. Les mots étaient simples, techniques, mais leur impact fut celui d'une déflagration. Le test est positif, Rita. Il n'y a aucun doute. La probabilité est de 99,99%. La sentence. Rita reposa le combiné sans un mot. Ses mains, qui avaient bercé des enfants, mixé des pistes légendaires et signé des contrats valant des millions, tremblaient légèrement. Dehors, le soleil jamaïcain inondait le jardin de lumière, faisant scintiller les feuilles de manguier. Tout semblait normal. Mais à l'intérieur de Rita, le monde soigneusement préservé qu'elle avait passé 30 ans à construire venait de s'effondrer. Une enfant. Une dernière enfant. Un secret que Bob avait emporté dans sa tombe, mais dont le fantôme venait de revenir, brandissant une preuve scientifique irréfutable. Ce n'était pas seulement une complication juridique, une part de plus à ajouter au gâteau déjà complexe de la succession. C'était un séisme personnel, une trahison posthume qui venait de fissurer les fondations même de son existence. Le test ADN n'avait pas seulement identifié une héritière perdue, il venait de juger et de condamner le mythe de Rita Marley, la veuve inébranlable. Et dans les décombres de ce mythe, l'unité fragile de la famille Marley, qu'elle avait maintenue par la seule force de sa volonté, menaçait de se briser pour de bon. Chapitre 1. Les vœux de Kingston. Le 10 février 1966. L'air de Kingston était moite et vibrant, chargé des promesses d'une nation jeune et de la clameur des sound systems qui déversaient du ska dans les rues de Trenchtown. Dans la fraîcheur relative d'une petite église orthodoxe éthiopienne, Alfarita Anderson, jeune infirmière à la voix de velours, se tenait devant un jeune homme maigre aux yeux de braise. Robert Nesta Marley. Il n'était pas encore le roi, le prophète, l'icône planétaire. Il n'était qu'un jeune homme de 21 ans, armé d'une guitare, d'une ambition féroce et d'une foi naissante dans les paroles de Marcus Garvey et la divinité de Haïlé Sélassié. Pour Rita, ce mariage était plus qu'une union. C'était une fusion spirituelle. Les vœux qu'ils échangeaient, bénis par un prêtre aux robes chamarrées, symbolisaient un lien qu'elle imaginait indestructible, un pacte scellé devant Dieu et Jah. Elle voyait en Bob non seulement un amant, mais un partenaire, un compagnon d'âme avec qui elle allait affronter le monde. Elle aimait sa musique, bien sûr, mais elle aimait encore plus le jeune homme vulnérable qui se cachait derrière le musicien, celui qui écrivait des poèmes sur des bouts de papier et rêvait d'un monde sans injustice. Leur première maison était à peine plus qu'une cabane, mais c'était leur royaume. Les premières années furent une mosaïque de difficultés et d'espoir. L'argent était une denrée rare, une créature insaisissable. L'industrie musicale jamaïcaine était un marécage impitoyable, plein de producteurs véreux et de promesses brisées. Pendant que Bob et ses compagnons, Peter Tosh et Bunny Weller, passaient des heures à perfectionner leurs harmonies vocales, c'était souvent Rita qui assurait la survie du foyer. On pouvait la voir dans les rues, une pile de 45 tours sous le bras, haranguant les passants pour vendre les disques des Weller. Parfois, elle vendait de la nourriture, des pâtisseries qu'elle avait préparées à l'aube, son sourire masquant la fatigue et l'inquiétude. Elle lui donna sa loyauté sans faille, mais aussi sa voix. Elle devint l'une des itrises, les choristes qui ajoutaient une couche d'âme et de grâce céleste à la musique de Bob. Sur scène et en studio, elle se tenait littéralement derrière lui, son soutien visible et audible. Elle était son ancre, sa confidente, la femme qui croyait en son génie avant même que le monde ne sache son nom. En 1967, naquit leur première fille, Cedella. Puis Ziggy en 1968 et Stephen en 1972. Bob adopta également Sharon,
La fille de Rita née d'une précédente union, l'élevant sans distinction comme sa propre chair. Sur le papier, il construisait une famille, un clan. Mais sous la surface de cette idylle naissante, les fissures commençaient déjà à apparaître. La vision de Bob sur l'amour et la liberté, façonnée par les préceptes Rastafari qui prônaient une existence naturelle et sans contrainte, ne s'alignait pas toujours avec la notion traditionnelle de fidélité conjugale. Pour lui, l'amour était une force universelle qui ne pouvait être enfermée dans les conventions de Babylone. Pour Rita, qui avait prononcé des vœux sacrés, c'était le début d'une épreuve d'endurance. Les premières rumeurs étaient comme des murmures dans le vent, des regards fuyants de la part d'autres femmes, des absences de Bob qu'il justifiait par des sessions d'enregistrement nocturnes. Rita choisit de ne pas y croire, de faire confiance à l'homme à qui elle avait tout donné. Mais le doute, une fois planté, est une mauvaise herbe tenace. Chapitre 2, l'ombre du prophète. La sortie de Catch a Fire en 1973 fut le détonateur. L'album, avec sa pochette en forme de briques et Zippo, mit le feu au monde de la musique. Soudain, Bob Marley and the Wailers n'était plus un simple groupe jamaïcain. Ils étaient un phénomène mondial, et Bob, leur leader charismatique, devint la voix des opprimés, un porte-parole révolutionnaire dont les paroles sur la liberté, la résistance et l'unité résonnaient des ghettos de Kingston au campus universitaire d'Amérique. Avec la gloire vint la tentation. Bob n'était plus seulement un musicien, il était un symbole. Son magnétisme était presque palpable. Il possédait une douceur désarmante, un sourire capable de faire fondre la glace et une aura de mysticisme qui attirait les gens, et surtout les femmes, comme des papillons de nuit vers une flamme. Pour Rita, le rêve se mua lentement en cauchemar éveillé. Les murmures devinrent des conversations ouvertes, les rumeurs des faits avérés. L'humiliation n'était plus une crainte, mais une compagne de tous les instants. Elle apprenait l'existence de nouvelles liaisons non pas par des aveux, mais par l'arrivée d'un nouvel enfant. Chaque naissance était une nouvelle blessure, une cicatrice gravée sur son cœur. Et elle était censée endurer en silence, pour ne pas ternir l'image du prophète, pour préserver l'unité prêchée dans ses chansons. Il y eut Janet Bowen, qui lui donna une fille, Rohan. Puis Pat Williams, la mère de Robert Jr. Et la liste s'allongeait. Bob ne niait pas. Au contraire, il insistait pour que ses enfants fassent partie de la famille élargie, laissant à Rita la charge impossible de tisser des liens entre les fruits de ses trahisons. Elle devait être la mère de tous, la figure stable au centre d'un univers familial en expansion chaotique. Puis vint Cindy Breakspear. Ce ne fut pas juste une autre liaison. Cindy était différente. D'origine canado-jamaïcaine, d'une beauté saisissante, elle fut couronnée Miss Monde en 1976. Elle n'était pas une femme de l'ombre, elle était une célébrité à part entière, une figure publique, glamour et sophistiquée. Leur relation était affichée, célébrée dans les cercles mondains de Kingston. Pour Rita, c'était l'humiliation suprême. Cindy représentait tout ce qu'elle n'était pas, la nouveauté, la liberté sans attache, l'attention du monde. La rivalité entre les deux femmes devint une guerre silencieuse et dévastatrice, suivie avec délectation par la presse. Pendant que Rita incarnait la dignité de l'épouse bafouée, la reine restait au palais, Cindy était la muse, l'amante passionnée qui inspirait des chansons comme Waiting in Vain. En 1978, elle donna naissance à Damian, le plus jeune des fils officiellement reconnus de Bob. Un autre coup de poignard pour Rita, qui voyait son mariage se dissoudre sous les yeux du monde entier. Pourtant, elle resta. Sa loyauté était un roc battu par une tempête incessante. Elle se manifesta de la manière la plus brutale et la plus publique en décembre 1976. La Jamaïque était alors un chaudron politique au bord de la guerre civile. 2 jours avant le concert Smile Jamaica, un événement organisé pour apaiser les tensions, des hommes armés firent irruption dans leur maison au 56 au Prod. Le chaos. Des tirs éclatèrent. Bob fut touché au bras et à la poitrine. Rita, elle, reçut une balle dans la tête. La balle se logea entre son crâne et son cuir chevelu, un miracle qui lui sauva la vie. Convalescente, le crâne bandé, elle aurait pu se retirer, se cacher. Mais 2 jours plus tard, elle était sur scène, à ses côtés, chantant les chœurs devant 80 000 personnes. Son visage était un masque de douleur et de détermination, sa présence un acte de défi et de loyauté absolue. Le monde entier vit l'image d'une femme prête à mourir pour son mari. Mais peu de gens comprirent le coût personnel de cet acte. Des amis proches diraient plus tard que cet événement avait à la fois endurci et brisé quelque chose en elle. L'armure qu'elle portait s'était épaissie, mais son cœur, dessous, était criblé de cicatrices.
Elle avait appris à coexister avec la trahison en l'enfouissant sous une couche épaisse de devoir. Chapitre 3. La chute du roi et l'avènement de la reine. Le cancer frappa comme un voleur dans la nuit. Un mélanome malin diagnostiqué sous un ongle de pied en 1977, que Bob, par conviction Rastafari, refusa de faire amputer. La maladie progressa insidieusement, silencieusement. En 1980, alors qu'il s'effondrait lors d'un jogging à Central Park, la vérité éclata. Le cancer s'était métastasé à son cerveau, ses poumons et son foie. Le prophète de la vie et de la résilience était condamné. Les derniers mois furent une agonie. Un pèlerinage désespéré de clinique en clinique, de l'Allemagne au Mexique, à la recherche d'un traitement miracle qui n'existait pas. Rita était là, à son chevet, regardant l'homme qu'elle aimait, la force de la nature qui avait captivé le monde, s'éteindre peu à peu. La musique s'était tue, remplacée par le silence des chambres d'hôpital et le bip des machines. C'est pendant cette période sombre qu'une autre ombre fit son apparition. Une jeune femme nommée Yvette Crichton. Contrairement à Cindy, elle n'était pas une reine de beauté. Elle faisait partie de l'entourage, une employée de l'organisation Marley qui aidait à trier le courrier des fans. Elle avait vécu un temps chez la mère de Bob, Cedella Booker. Pour Rita, Yvette n'était pas une rivale glamour, mais une intruse, une présence opportuniste qui s'était immiscée dans les derniers jours de la vie de son mari. L'hostilité entre les deux femmes était palpable, faite de regards assassins et de disputes étouffées dans les couloirs. Puis, alors que Bob luttait pour sa vie en Allemagne, Yvette annonça qu'elle était enceinte. De lui. Bob, trop faible pour gérer une autre crise, ne confirma ni ne nia jamais publiquement la paternité. Mais il aurait confié à sa mère une phrase lourde de conséquences, « Si l'enfant est de moi, Mamma, occupe-t'en ». Bob Marley mourut le 11 mai 1981, à Miami. Il n'avait que 36 ans. La nouvelle foudroya le monde. Pour Rita, le chagrin fut instantanément éclipsé par le chaos. Bob, l'homme qui parlait de justice et d'ordre divin, était mort intestat, sans laisser le moindre testament. Sa succession sombra dans une guerre juridique féroce. Selon la loi jamaïcaine, sa veuve et ses enfants reconnus étaient les héritiers légitimes. Mais qui étaient les enfants reconnus? Et comment gérer un empire musical en pleine expansion sans directive claire? Rita fut projetée dans un rôle qu'elle n'avait jamais désiré, mais qu'elle assuma avec une détermination de fer. Elle devint la combattante, la protectrice de l'héritage. Elle affronta les avocats, les maisons de disques, les partenaires commerciaux, surtout, les autres mères des enfants de Bob, qui réclamaient toute leur part. Elle se mua en matriarche, le visage public de l'Empire Marley. Mais en coulisses, elle devint aussi sa figure la plus controversée. Chaque décision qu'elle prenait était scrutée, critiquée. Qui recevait de l'argent? Comment les droits musicaux étaient-ils gérés? Quelles histoires sur Bob étaient autorisées et lesquelles étaient effacées de la légende officielle? Pour beaucoup, elle était la gardienne légitime. Pour d'autres, elle était une usurpatrice qui s'accrochait au pouvoir et à l'argent. Et c'est dans ce climat de suspicion et de deuil qu'à peine 2 semaines après les funérailles nationales de Bob, Yvette Crichton donna naissance à une fille. Elle la nomma Makeda Janesta Marley. Pour Rita, qui venait d'enterrer son mari et se battait pour l'avenir de ses propres enfants, cette naissance n'était pas une bénédiction. C'était l'affront ultime. L'ultime trahison. Chapitre 4. L'enfant du crépuscule. L'arrivée de Makeda fut accueillie par un mur de glace. Pour Rita, qui avait enduré 15 ans d'humiliation publique et privée, cet enfant né dans le sillage de la mort de Bob était la goutte d'eau qui faisait déborder un vase déjà plein de larmes et de ressentiment. Elle refusa catégoriquement de la reconnaître. Pour elle, Yvette n'était qu'une menteuse, une opportuniste qui avait inventé cette histoire pour s'approprier une part de la fortune colossale que Bob laissait derrière lui. La succession Marley était déjà un champ de mine. L'existence de Makeda menaçait de tout faire exploser. Rita était déterminée à protéger ce qu'elle considérait comme la part légitime de ses enfants, ceux d'Ella, Ziggy et Stephen, ainsi que celle de Sharon. Chaque nouvel héritier potentiel diluait cet héritage pour lequel elle avait tant sacrifié. La bataille ne se jouait pas seulement sur le terrain financier, mais sur celui de la légitimité. Reconnaître Makeda, c'était valider une liaison qui avait eu lieu alors que son mari se mourait. C'était insupportable. Pendant des années, Yvette et Makeda vécurent dans une sorte de purgatoire. Loin des royalties, des concerts hommages et du glamour de l'Empire Marley, elles menèrent une vie modeste en Pennsylvanie. Yvette s'accrochait à la promesse que Bob aurait faite à sa mère. Cedella Booker, la mère de Bob, tiraillée entre sa loyauté envers Rita et la parole de son fils, reconnut l'enfant en privé,
lui offrant un soutien moral et parfois financier, mais cela ne suffisait pas. Sans preuve tangible, sans reconnaissance officielle de la part de la succession contrôlée par Rita, Makeda restait une paria. Alors que les années 80 et 90 voyaient l'empire Marley s'épanouir de manière exponentielle, Tuff Gong International devenant une marque mondiale, les albums posthumes comme Legend se vendant à des dizaines de millions d'exemplaires, et le visage de Bob ornant des millions de produits dérivés, l'exclusion de Makeda devenait de plus en plus flagrante et cruelle. L'ironie était amère. D'autres enfants de Bob nés hors mariage, comme Damian, avaient été accueillis, intégrés et même encouragés à suivre les traces musicales de leur père. Makeda, la Benjamine, la dernière de sa lignée, était maintenue dans un vide juridique et affectif. La différence ne tenait pas à l'enfant elle-même, mais à la guerre non résolue entre deux femmes, la veuve officielle et la dernière amante. Makeda grandit dans l'ombre de ce nom illustre qu'elle portait mais ne pouvait revendiquer. Elle savait qui était son père, le monde entier le savait. Mais elle ne bénéficiait ni du soutien, ni de la validation, ni de la chaleur familiale dont jouissaient ses demi-frères et sœurs. Dans les articles de presse et les documentaires qui disséquaient l'arbre généalogique complexe des Marley, ses 11 frères et sœurs officiels étaient listés. Son nom, lui, n'apparaissait qu'en note de bas de page, précédé d'un prudent « prétendument ». Ce n'est qu'en devenant adulte qu'elle commença à se battre pour elle-même, non pas avec agressivité, mais avec une détermination tranquille. Elle affirmait à qui voulait l'entendre son identité, son droit à faire partie de l'héritage de son père. Mais les mots ne suffisaient pas face au pouvoir de Rita et à la machine juridique de la succession Marley. Il fallait une preuve. Une vérité que personne ne pourrait contester. Une vérité qui n'existait pas encore à sa naissance, mais qui, des décennies plus tard, allait faire irruption dans cette saga familiale avec la force d'un jugement divin, la science. Chapitre 5, la vérité dans le sang. Au tournant du millénaire, les tests de paternité par ADN étaient devenus une pratique courante, un outil capable de réécrire des histoires familiales et de résoudre des litiges que l'on croyait insolubles. Pour Makeda, c'était l'arme ultime, le seul moyen de faire taire 20 ans de doute, de déni et de mépris. Après d'interminables batailles juridiques et une pression discrète exercée par certains membres de la famille qui souhaitaient mettre fin à cette situation embarrassante, un test fut finalement ordonné. Des échantillons furent prélevés. Le silence qui précéda les résultats était lourd de toutes les tensions accumulées au fil des décennies. Et puis, le verdict tomba. Clair, froid, indiscutable. Une correspondance génétique. Makeda Janesta Crichton était, sans l'ombre d'un doute, la fille biologique de Robert Nesta Marley. Pour le monde extérieur, la nouvelle n'était qu'une note de bas de page fascinante dans la biographie d'une légende. Mais à l'intérieur du clan Marley, ce fut une détonation. La réaction de Rita, selon des proches, fut d'une violence inouïe. Ce ne fut pas de la surprise, mais une fureur froide, l'explosion d'une colère contenue pendant 30 ans. Elle qui avait enduré la liaison publique avec Cindy Breakspear, qui avait dû regarder Damian, l'enfant de cette union, devenir une star mondiale du reggae, portant le nom et le talent de son père. Elle avait accepté, digéré, intégré cette réalité. Mais Makeda, c'était différent. Makeda était la preuve vivante d'une trahison qui avait eu lieu alors qu'elle veillait son mari mourant. C'était le secret des derniers mois, le fantôme qui avait hanté son deuil. Être forcé, des décennies plus tard, par un tribunal et un laboratoire, de l'accepter comme une héritière légitime, était une humiliation qu'elle ne pouvait supporter. C'était comme si l'ombre de Bob était revenue une dernière fois, non pas pour lui chanter une chanson de réconfort, mais pour lui rappeler que même par-delà la mort, il laissait derrière lui des secrets capables de détruire tout ce qu'elle avait bâti. Cette révélation déclencha un schisme au sein de la famille. Les enfants étaient déchirés. Ziggy et Stephen, les gardiens musicaux de la flamme, penchaient vers l'acceptation, comprenant que le déni public ne ferait que nuire à la réputation de leur père et à la marque Marley, qui prônait One Love. Ils avaient vu de leurs propres yeux les dégâts que les conflits internes pouvaient causer. Mais d'autres, plus proches de leur mère, se rangèrent à ses côtés, partageant son sentiment d'injustice et de trahison. La matriarche, autrefois le pilier inébranlable, se mit à vaciller. Son image publique, si soigneusement entretenue, commença à se fissurer. La force tranquille laissait place à l'amertume. Elle accusa publiquement Yvette d'avoir manipulé la situation, d'avoir utilisé la science pour forcer son entrée dans une famille qui ne l'avait jamais voulu. La veuve du fils le plus aimé de la Jamaïque, autrefois célébrée pour sa résilience, semblait maintenant consumée par la rancœur. Pour Makeda, la victoire fut douce amère.
Elle avait enfin obtenu la reconnaissance légale qu'elle et sa mère avaient cherchée toute sa vie. Son nom de famille n'était plus une prétention, mais un droit. Cependant, cette victoire s'accompagna du lourd fardeau de savoir qu'elle était l'épicentre d'une tempête qui détruisait les derniers vestiges de paix dans la maison de son père. La reconnaissance juridique ne se traduisit pas par une acceptation familiale. Elle était légitime sur le papier, mais elle restait une étrangère dans le cœur de la famille. Chapitre 6, une maison divisée. La confirmation ADN n'a pas mis fin à la guerre, elle a simplement changé le champ de bataille. La lutte pour la succession, qui s'était calmée avec le temps, reprit de plus belle. Avec une douzaine d'enfants, 8 mères différentes et un empire valant des centaines de millions de dollars, l'ajout d'une nouvelle héritière signifiait une renégociation de toutes les parts. L'autorité de Rita en tant que gardienne du temple fut sapée. Si elle avait pu exclure un enfant légitime pendant plus de 20 ans, quelles autres décisions avait-elle prises qui pourraient être remises en question? Son contrôle sur l'empire, qu'elle avait exercé d'une main de fer, semblait soudain moins absolu. Les autres héritiers, voyant une brèche dans l'armure de la matriarche, commencèrent à s'agiter, chacun cherchant à protéger ou à augmenter sa part. Les tribunaux furent de nouveau saisis, les avocats affûtèrent leurs arguments. La saga Marley devint un feuilleton juridique et familial sans fin, exposé aux yeux du monde. Makeda se retrouva à la marge de ces batailles. Elle avait grandi loin des projecteurs et du faste, et ne semblait pas avoir l'ambition de ses demi-frères et sœurs de construire une carrière sur son nom. Elle portait le nom, mais pas le flambeau. Son lien avec l'héritage Marley était celui d'une persévérance silencieuse, pas celui d'une ambition musicale. La lutte révéla des vérités plus profondes et plus douloureuses sur la famille. La décision de Bob de ne pas laisser de testament, peut-être par superstition rasta ou par simple négligence, avait été un cadeau empoisonné. En cherchant à répandre son amour de manière si large et si libre de son vivant, il avait créé des fractures qui ne cessaient de s'élargir après sa mort. L'affaire Makeda n'était que le symptôme le plus flagrant de cette tragédie. Il ne s'agissait pas seulement d'argent. Il s'agissait de savoir qui avait le droit de revendiquer le sang, le nom, l'âme de Bob Marley. Pour Rita, la bataille était devenue existentielle. Il ne s'agissait plus de préserver l'héritage de Bob, mais de défendre sa propre dignité, de justifier sa propre histoire. Chaque document juridique qui mentionnait le nom de Makeda était une accusation contre son mariage, la preuve que ses décennies de loyauté avaient été payées en monnaie de trahison. Son amertume devint une armure, mais une armure qui l'isolait du reste de sa famille. La femme autrefois forte et résiliente paraissait désormais vindicative, s'accrochant désespérément au contrôle d'un récit qui lui échappait. Épilogue, l'héritage d'une révélation. Lorsque la poussière juridique est finalement retombée, des années plus tard, la famille Marley était changée à jamais. Makeda avait obtenu sa validation, une part de l'héritage et la reconnaissance de son nom. Mais elle avait perdu tout espoir d'une véritable unité familiale. Elle est restée une figure périphérique, un symbole vivant d'une vérité trop douloureuse pour que la veuve de son père puisse jamais l'accepter pleinement. Contrairement à ses frères et sœurs célèbres, elle a vécu une vie discrète, loin des scènes et des studios d'enregistrement, portant le fardeau d'être à la fois reconnue et rejetée. Rita, la matriarche de fer, s'est progressivement retirée de la gestion quotidienne de l'Empire, s'installant au Ghana. Pour le monde, elle est restée la gardienne éternelle de la flamme de Bob. Mais pour ceux qui connaissaient l'histoire de l'intérieur, elle était aussi une femme hantée par une trahison qui avait refusé de mourir. Le dernier